Salut à tous, bienvenue dans le podcast Ladbrokes Live. Je suis en compagnie d'Alaric. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien, et toi Gilles? Pas trop. Le cyclisme belge est en deuil. On va essayer de répondre à une question. Wout van Aert est-il maudit? Il est en tout cas pas verni, hein. Ces images d'hier font encore mal quand on y repense. C'est peut-être un peu patriotique parce que c'est bien sûr un de nos Belges phares, mais le voir au sol comme ça, après sa terrible chute, je pense qu'il y a un peu de tout. Il réalise qu'il vient de perdre gros, qu'il avait misé gros sur 2 courses cette année. Et ça fait vraiment mal au cœur, et je pense surtout qu'il n'en est pas à sa première chute qui lui coûte cher. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que c'est vraiment un chaos total. On voit, il est en pleurs. On sent, en fait, dans un premier temps, on voit qu'il a mal et qu'il crie parce qu'on entend les cris. Je pense qu'il a vraiment mal. Et puis après, il réalise et il se dit, ouais, en fait, j'avais vraiment tout misé sur 2 courses. Et en fait, bah, caramba, c'est encore raté, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, outre sa chute à lui, on voit un de ses coéquipiers, je pense que c'est Van Dijk, qui directement voit son leader se prend la tête. Je pense que chez Visma, il y a vraiment, on avait pris conscience d'à quel point c'était important pour Van Aert ce doublé Flandre-Roubaix. Et ouais, lui, il se retrouve au sol, alors peut-être avec un petit mouvement de Benoît, etc. Mais tout va tellement vite. Et j'ai l'impression qu'il dénote. En plus, il est un peu en retrait de ce chaos parce que c'est le premier à tomber, donc il y a 10 mètres. Et il y a tous ces autres coureurs qui ont aussi perdu gros. Et lui, au final, est un peu en retrait de tout ça. Et il y a une prise de conscience qui fait mal au cœur, en fait. Ouais, on peut, tout à fait. Et en plus, enfin, on parle de Van Aert, mais la Belgique perd aussi Stuyven sur le coup qui était très fort. Il y a Pedersen qui tombe, même si lui, il est reparti et je pense pas qu'il a fini la course, mais Il ne finit pas, il est non. arrivé au moins jusqu'à l'arrivée, parce que ça tournait. Mais là, on peut en venir quand je dis qu'il est maudit, c'est que déjà, ça lui arrive tout le temps à lui. Et il a déjà perdu tellement gros. Je pense à 2 événements, moi, qui reviennent en tête. C'est en cyclocross, c'est le championnat du monde à Ostende, Stand. où il est pour moi plus fort que Mathieu. Il prend l'avance sur Mathieu, il crève, terminé. Championnat Mhm, du monde chez lui, il perd ça. Et puis ben, Roubaix, mhm, tout à où fait. encore une fois, pour moi, il est plus fort que Mathieu. Donc c'est 2 titres monumentaux qui se jouent comme ça, encore une fois, sur un fait de course, sur un problème mécanique qui arrive qu'à lui. Donc vraiment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a peut-être ouais, une part de malédiction. Je pense qu'il y a, dans tout sport, il y a une sorte de loi des séries. Pourquoi lui et pas un autre? Ça, c'est une question, nous n'avons pas la réponse. Mais je pense qu'il n'est pas verni, ça tombe tout le temps sur lui. À côté de ça, en plus, il y a un Van Der Poel qui est son principal rival, à qui tout réussit. On a l'impression que Van Der Poel n'a jamais d'ennui. Et bien même quand il en a, il arrive à les esquiver ou à ce que ça n'ait pas d'impact sur l'issue de la course. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, il y a ce fossé qui se creuse entre les deux. Et je pense aussi que ça doit jouer dans la tête de Van Aert. Alors, ça reste des grands champions. Van Aert a eu d'autres succès que Van Der Poel n'a pas eu. Mais ça doit jouer parce que sur leur terrain de prédilection, il y a un net avantage qui est en train d'être pris par le Néerlandais. Et je suis persuadé qu'au final, il y a une petite pression qui doit être sur les épaules de Van Aert au moment où il démarre une course et où il doit assumer ce statut. Ouais, peut-être un peu de stress, mais c'est vrai que, tu vois, il y a 2 moments encore une fois, qui me choquent. C'est à Paris-Roubaix, il fait un décalage, Mathieu, il se sauve à 10 centimètres de la Mhm, chute. Il fait la même à Milan-San Remo et lui, il tombe pas. mhm. Ouais, il y a des capacités de pilotage et pourtant Mhm. c'est assez fou parce que les deux ont la même formation, hein. Ils sont dans les labourés depuis tout jeune. Donc les deux sont des bons pilotes. Alors je pense que si on prend vraiment un avis de spécialiste, Mathieu est quand même au-dessus. Mathieu est quand même légèrement au-dessus, mais on parle de Van Aert. Je pense que dans le peloton, s'ils sont 200 au départ, il fait partie des 5 meilleurs pilotes sur un vélo. Donc comment ça se fait que lui tombe et que par exemple le 190e ne va peut-être jamais tomber? Ça, c'est une question. Il y a des lois supérieures. Il y a peut-être quelqu'un Au-dessus. là-haut qui a décidé que Van Aert serait celui qui tomberait à chaque fois. Mais je pense que ça va commencer à vraiment peser dans sa tête et aussi dans celle de son équipe, quoi. Ouais, on reviendra après sur la suite. Pour Van Aert, on parlait de est-il fautif? Il y a une phrase, moi, qui m'a marqué aussi, c'est Tom Bolen qui disait: Un homme en forme ne tombe jamais. Et lui, dans ces années où il était très 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 bien, qu'il était au top, il tombait pas. Et quand il a un peu décliné, il a commencé à avoir des problèmes mécaniques. Là, on peut revenir juste sur la chute d'hier. Clairement, on voit, pour moi, il y a 2 éléments très importants. C'est le fait de est-ce qu'il fallait garder cette descente du Canarieberg. On le sait, ils l'ont dit, elle était retirée du Tour des Flandres parce qu'elle est trop dangereuse. J'ai discuté avec des gars du peloton qui disent c'était trop dangereux,
mais on voit Wout qui demande à ses équipiers d'accélérer. Est-ce qu'il fallait le faire à cet endroit-là? Et ensuite, ben, on voit le mouvement. En fait, Benoît se remet en danseuse. Fauche Van Aert, ça va tellement vite. Et il tombe. Donc là, il n'est pas fautif sur ce coup-là. C'est pas lui qui est fautif. Mais est-ce qu'il fallait laisser cette descente du Canary Comme on a enlevé la descente du Mont Kemmel à Gand-Wevelgem parce qu'elle est trop dangereuse. Alors, je pense que sur une course comme à travers les Flandres, avec tout le respect que j'ai pour l'épreuve, on peut la laisser. C'est pas encore le Tour des Flandres comme ce week-end. Il y a un peu moins de pression, il y a un plateau qui est moindre. Et je pense surtout que les coureurs le savent qu'elle est dangereuse. Donc, c'est aussi à eux à potentiellement anticiper. Et tu l'as dit, Van Aert demande d'accélérer. Et là aussi, est-ce qu'il a vraiment besoin d'accélérer? On entend son go, go, go à la caméra. Au final, son go, go, go déclenche le mouvement de Benoît qui se dit OK, il faut que j'y aille. Et c'est ce mouvement qui, au final, va prendre la route de Van Aert et le faire chuter. À ce moment-là, est-ce qu'il y a besoin d'accélérer? Surtout qu'après, quand on voit le dénouement de la course, je pense ne pas trop m'avancer en disant que Van Aert a 90% de gagné. Quand on voit comment ça se déroule à l'avant, un Kung qui est quand même loin d'être impressionnant pour l'instant, qui va chercher le podium. Jorgensen, il gagne, mais il a décidé d'attaquer à ce moment-là. Je pense que s'il décide d'en mettre une plus franche plus tôt, il part aussi plus tôt. Et il va l'emporter. Donc je pense qu'à ce moment-là, il faut avoir une certaine lucidité dans le chef de Van Aert et ses coéquipiers de se dire on n'a pas besoin de faire mal maintenant. Alors oui, il faut se replacer parce qu'il y a la côte qui arrive après, mais je pense que sur cette course-là, ils étaient une jambe au-dessus de tout le monde et ils auraient pu se permettre de juste faire le forcing, d'arriver dans le Canary-Berg après, peut-être de la 5e à 10e position et la passer devant. Je pense que oui, la descente est dangereuse, mais ils le savent avant et il n'y a pas spécialement besoin d'accélérer Ouais, là. c'est une prise de risque qui n'était pas forcément Pour calculée. moi, elle n'est pas du tout calculée, elle est inutile et enfin, surtout fatidique au final. Ouais, c'était peut-être une répétition. Ils se disent si ça arrive dans le round. Après, est-ce qu'on peut se poser la question aussi Van Aert a tout misé sur 2 courses, on le sait. Il a raboté sa saison de cyclocross. Il ne fait pas l'Estradé. Il fait pas Milan-San Remo, alors que très sincèrement, comme ça s'est passé, bah, il aurait été devant, il aurait joué le sprint avec Philipsen. Est-ce qu'il fallait aller à travers la Flandre et pas plutôt aller à Gand-Wevelgem qui est moins dangereux, sachant que Mathieu n'a pas été. Et encore une fois, ben, celui qui a raison, pour le coup, le gagnant de cette course, malheureusement, c'est Mathieu. Ouais, tout à fait. Et moi, j'ai même envie de pousser le truc un peu plus loin. Il fait un choix d'un stage de préparation et de ça. Alors, les gens qui disent, oui, c'est son équipe, etc. Non, il a toujours fait ça. Alors ici, il a fait un peu plus longtemps, mais ça a déjà fait ses preuves. Donc, je pense que ce stage, il doit le garder. Mais à partir du moment où il vise absolument 2 courses, il dit, ce ne sera que ces 2 courses-là, mais pourquoi ne pas faire que ces 2 courses-là? Quel est l'intérêt de prendre le risque alors de courir une course 3 jours avant s'il n'a pas voulu prendre le risque d'en courir d'autres? Peut-être juste une Gand-Wevelgem, genre. Oui, peut-être, mais j'aurais vraiment poussé alors le vice de me dire, ben, ça va, je vais faire juste 2 courses parce que ce sont mes 2 objectifs, c'est pour ça que je me suis préparé et je ne veux faire que ça. Parce que, comme on l'a dit avant, on parle d'un garçon qui a des capacités de pilotage, etc. C'est pas un gars qui a besoin de prendre ses repères dans un peloton, etc. Van Aert, on le met au départ d'une course, s'il est à 100% de ses capacités, c'est pas un gars qui va perdre de l'énergie à frotter, à se placer. Donc, il sait faire ça. Donc, pourquoi ne pas juste se focus là-dessus? Voilà, maintenant, si chute pas hier, qui gagne hier et qu'au final il en claque une des deux, oui, bien il n'y a même pas ce débat. C'est toujours la même chose. Mais c'est une prise de risque qui est peut-être inutile, surtout comme on l'a dit, à travers les Flandres. Il gagne, ça ne va pas changer son palmarès. Non, et ça reste sur papier, enfin, c'est mon propre avis, mais c'est moins prestigieux que Gand-Wevelgem par exemple. Donc quel est l'intérêt dans 5 ans? On ne se souviendra pas qu'il aurait gagné hier par exemple. Surtout que, je veux dire, maintenant, avec la génération qu'on a, en fait, avant, à l'époque, il y a 10-15 ans, il devait faire E3, Wevelgem à travers la Flandre pour arriver en forme au round. Maintenant, avec Mathieu, avec Pogacar, avec Wout, ils peuvent arriver à une course, c'est à 100% la course. Ils n'ont plus besoin de faire 36 000 courses et tout ça. Donc, je suis assez d'accord avec toi. La prise de risque, surtout à cet endroit-là, quand on sait qu'elle est dangereuse, que Wout lui-même demande à avancer, parce que c'est ce qui demande à Benoît, qui entraîne la chute. Je suis quand même pas sûr de l'idée. Pour un peu approfondir le débat, l'idée de tout miser sur 2 courses, il avait tout changé. Alors bien évidemment, c'est facile de dire, là il est tombé, on sait bien que c'est mort. S'il avait gagné, on en parlerait autrement. Mais des fois, il l'avait déjà fait avec Fayetteville au championnat du monde de cyclocross, où le titre lui était offert. Le titre lui était offert, il n'y va pas. Et finalement, derrière, il ne gagne pas. Et on dit, ah, s'il avait été…
Tu penses quoi de tout miser comme ça? Le problème, c'est que ça dépend du résultat. Oui, c'est ça, tout miser comme ça, bah, s'ils misent tout là-dessus et qu'ils gagnent les deux, il y a personne qui parle après. C'est typiquement le genre de débat qu'on a à partir du moment où la personne a raté, parce que ici, je pense quand même qu'on a vu un Van Aert qui était affûté. C'est un Van Aert qu'on aurait aimé voir à Milan-San Remo, un Van Aert dans un sprint comme il a été après 300 km. Est-ce qu'il ne peut peut-être pas rivaliser avec Philipsen quand on voit qu'un Philipsen Matthews bat Sad Matthews, et que Wout est plus fort que Matthews. Matthews n'est quand même plus le Ouais, Matthews je suis d'accord. d'il y a 4-5 ans. Donc il y a peut-être des regrets là-dessus. On aurait aussi aimé peut-être le voir sur l'Estradé où Pogacar s'offre un festival incroyable, un long raid en solitaire. Mais où aurait été Van Aert Mm. par rapport à Pogacar? Enfin, c'est toutes des réponses qu'on n'aura jamais. Et au final, ben, il s'est séparé de cette idée de viser les Italiennes. On ne l'a pas vu non plus sur un Paris-Nice, un Tirreno. On ne l'a pas vu. Et au final, il ne gagne rien après. C'est quelque chose qui va peut-être changer son approche. Et moi, ça me rappelle un peu, toute proportion gardée évidemment, mais on avait un Belge à un moment qui visait tout le temps Tour de France, Jürgen van den Broek. Il ne visait que ça. Il a loupé je ne sais pas combien de fois parce qu'il a aussi chuté sur des Ouais, il dernières n'a courses pas de été verni non préparation, c'est plus. ça. Et au final, alors oui, avec des histoires de dopage, il a été placé sur le podium, mais il a un podium. Et à côté de ça, c'est un coureur, par exemple, qu'on aurait pu aussi voir sur des classiques ardennaises, plus souvent sur des courses d'une semaine et qu'on n'a pas vu. Et, comme je l'ai dit, toute proportion gardée, mais c'est un coureur, je ne peux m'empêcher de croire que Jürgen van den Broek, à l'heure d'aujourd'hui, quand il est dans son canapé, il doit se dire merde, J'aurais dû le j'ai des faire. regrets, quoi. J'aurais peut-être pu faire ceci ou cela. Et est-ce que Van Aert n'aura pas des regrets, que ce soit l'année prochaine, dans 5 ans ou dans 10 ans, de se dire merde, cette année-là, j'étais à un bon niveau, j'aurais pu aller chercher quelque chose. Et au final, il ne l'a pas fait, quoi. Ouais, parce que si on reprend nos discussions d'il y a 4 5 ans, ils étaient plus ou moins pareils. Mathieu, ils avaient le même palmarès, ils étaient Mhm. plus ou moins au même niveau. Et là, quand on regarde maintenant, quand tu prends le Pro Cycling Stat, la différence, elle est clairement créée pour Mathieu et ça fait un peu peur et ça me fait mal au cœur parce qu'on est tous. Son stage, moi j'y croyais. En fait, ce qui me fait mal, c'est que j'y croyais en Wout. Ok, dans le Tyenberg, il n'était pas avec Mathieu, mais Mathieu, c'est vraiment sur des moments très explosifs, mais on voit qu'il peut s'éteindre, comme le sprint avec Pedersen, où ok, sur les premiers mètres, et puis après, il stagne un peu. Je pense que Wout était encore en surcompensation de son stage et que ça pouvait faire mal, mais bon, Mhm. malheureusement. On ne le saura jamais. Où est-ce qu'on en était sur Wout van Aert? Oui, la question qui peut se poser maintenant par rapport à Wout, c'est la suite. Donc son printemps c'est terminé. Il avait comme objectif ces deux courses-là et quand même le Giro. Pour le Giro, ça paraît un petit peu compliqué. Je vais juste citer un journaliste, Nicolas Fritsch, qui a dit sur Twitter, ça annonce un grand Van Aert sur le Tour. Donc, qu'est-ce que ça peut être la suite? Le Tour, on sait qu'il y a les JO, aussi les championnats du monde. Déjà, est-ce qu'on peut se relever de ça? On sait que fracture de la clavicule, la position sur le vélo n'est plus la même déjà. Mhm. Ouais, maintenant je pense à leur niveau, surtout dans l'équipe dans laquelle il va avoir l'encadrement nécessaire pour retrouver au plus vite son niveau, ou du moins s'en approcher. Et clairement, bah, la suite, pour moi, est logique, c'est le Tour de France. Là, il y en a un qui est très content, c'est C'est Jonas Vingegaard. Vingegaard Il a récupéré son meilleur qui va équipier. récupérer un équipier incroyable. Et en plus, un équipier qui, je pense, Van Aert doit aborder ce Tour de France telle une préparation pour les JO, où il y a quand même un parcours qui lui convient très Mhm. bien. C'est allez, un peu moins de 2 semaines après la fin du Tour, donc le timing reste bon. On sait Il peut aller chercher deux encore, médailles. ouais, on sait, voilà, on peut aller chercher les 2 médailles. Et justement, j'avais envie d'y venir. Il y a aussi ce contre-la-montre où il y a 3-4 ans, c'était une des pointures. Maintenant, je pense ne pas lui faire injure en disant qu'il n'est peut-être plus dans le top 5 mondial sur un contre-la-montre Ah, plat à tu la crois? régulière. Bah, pour moi, il y a du Tarling, il y a du Kung, il y a du Remco, Ghana. il y a du Ghana, bien évidemment. Des coureurs qui peuvent venir s'intercaler comme ça sur une course, comme un Bissegger ou quoi, et qui travaillent ça de manière bien plus régulière que Van Aert. Je ne suis pas sûr que sur un contre-la-montre à la régulière, sur un profil plat, Van Aert ne fait plus partie du top 5. Est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de se dire, ben, je profite, on sait que le travail de contre-la-montre, il y a beaucoup de travail en soufflerie, etc. C'est moins contraignant quand on ressort d'une blessure. Peut-être que c'est ce genre de défi, et comme tu l'as dit, il va chercher 2 médailles au JO. Ça n'effacera pas la déception ici des 2 monuments qu'il visait. Et il va chercher 2 médailles au JO et
allez, imaginons un scénario de rêve sur la course en ligne au nez à la barbe de Mathieu Van Der Poel, bah, je pense que dans 10 ans, on s'en souviendra encore. C'est le genre de défi qui doit pouvoir l'animer et le motiver pour moi sur cette seconde partie d'année. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour toi, c'est clair, il reviendra à 100%, voire 110%. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas une fin en soi pour Van Aert. Non, moi, en tout cas, je ne peux pas croire qu'avec avec la mentalité qui est la sienne, hein, c'est quand même un forçat du travail, avec l'encadrement qu'il a, et puis surtout, vu son âge, c'est encore quelqu'un qui a des choses à faire. On ne parle pas d'un gars qui est en tournée d'adieu, qui fait sa dernière saison, là, sera peut-être celle de trop. Non, ici, pour moi, Van Aert a encore vraiment 3-4 grosses saisons. 3-4 saisons où il peut prester. Bah, je prends par exemple un Gilbert qui est venu tard sur les Flandriennes. On sait que les Flandriennes, un Roubaix, il n'y a pas besoin d'être fringant et d'être dans la force de l'âge pour le gagner. Il y a plein d'autres éléments qui jouent. Donc, je pense qu'il aura encore le temps de jouer ça et c'est ce qui doit l'animer. Je le vois revenir à 100%, moi, oui. Il a dit cette phrase avant à travers la France. Il a dit: J'en ai marre d'être celui qui donne tout, j'aimerais bien être celui qui gagne. Et ça, c'est vrai qu'il est temps qu'il soit celui qui gagne et qu'il fasse peur. Quand on prend son palmarès et son nombre de deuxième place et de troisième place, ça fait pleurer quand même parce que le nombre qu'il a, je pense qu'il faudrait qu'il en ait toutes des DNF ou des 110e places Bien et sûr. plus de victoires qu'être tout le temps deuxième. Donc pour toi, moi aussi, je pense que l'objectif premier, et je suis très sincère, le Tour, ok, il en a déjà offert un à Vingegaard, arrête de te mettre à 150% pour Vingegaard. Oui, tu travailles pour lui, c'est ton employeur, c'est normal, mais focus sur tes objectifs, sur ces JO, sur les mondiaux après, mais arrête de te mettre toutes des peignées pour un gars qui au final, ok, vous entendez bien, vous êtes dans la même équipe, mais qui pense un peu à lui. Mathieu pense à lui, bon, il en a offert une à Jasper, Mhm. celle-là, c'est un plat du pied sécurité, mais qui pense un peu plus à lui et qui revienne en disant c'est moi le boss et je veux penser à moi. Ouais, après, je ne sais pas si c'est le bon timing pour faire ça sur ce Tour de France, parce que Vingegaard aura besoin d'équipiers 100% dédiés à lui, hein, Oui, mais avec une lutte contre Remco, contre Pogacar Pogacar, et contre contre Roglic. Roglic. Je vois mal un Van Aert venir sur le Tour juste en étant, voilà, tu viens, tu te prépares, mais si Van Aert vient, et en plus connaissant la mentalité de Van Aert, ce sera pour se mettre Tu crois, à plat ventre? ouais, à plat ventre pour Il Vingegaard. dit En pas je plus, joue le maillot vert pour moi et je veux vous aider sur quelques étapes, mais ah, laissez-moi je jouer pense pas. tranquille? Je pense Non? pas. Je pense qu'il se mettra et je pense Je aussi trouve que que c'est encore une erreur, tu vois. Van Aert a. Oui, peut-être, mais Van Aert a aussi. Allez, le cyclisme, c'est un sport individuel d'équipe. Van Aert a quand même ses succès d'équipe. Alors, bien sûr que ça ne pèsera pas très lourd dans son passage à la postérité, mais il a quand même aidé. Il a fait sauter Pogacar dans ce col. C'est toutes des images fortes et qui prouvent que le gars était aussi dédié à son équipe. Comme tu l'as dit, Van Der Poel ne pense qu'à lui. Alors, Van Der Poel aura peut-être, ce que je pense qu'on va quand même pouvoir commencer à dire, un plus beau Ah palmarès oui, ça, que Van Aert à la fin de sa carrière, mais il y a tous ces moments qui marquent davantage le sport, ce dévouement pour tu penses un pas que c'est co-leader. parce que t'es belge? Parce qu'on est belge? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même à l'international, qui sont fascinés de voir ça, qui sont fascinés de voir un Van Aert se mettre à plat ventre ainsi pour un leader, qu'un Van Aert pourrait dire écoutez, moi, je m'en fous, je fais mes classiques. Si je viens sur le tour, c'est pour faire 2-3 sprints ou viser une ou l'autre étape. Voilà, ne m'ennuyez pas avec le reste. Et non, lui, il vient et il se met vraiment à plat ventre, quoi. Je pense que c'est un atout pour Vingegaard et que s'il va sur le tour, ce sera dans ce rôle-là. Ouais, c'est sûrement possible. Moi, c'est pas ce que j'ai envie, mais c'est sûrement possible. Je trouve qu'il y avait, j'en discutais hier avec les collègues, il y a un peu le côté, maintenant pour Van Aert, dans les mentalités, un peu le côté David Goffin, il gagnera jamais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ah, il est là, il est bien, il est beau, il est fort, il est gentil, mais il gagnera Mhm. jamais rien. Et ça me fait mal au cœur parce qu'en tant qu'énorme fan de Van Aert, Mhm. ça me fait mal au cœur. On va terminer cette petite ce petit podcast, ce premier d'ailleurs, on le fera plusieurs fois hein, pour plein d'autres courses. Restez avec nous. Bon, on va parler quand même un petit peu du Tour de Flandre. Est-ce que ça sert à quelque chose? Deux questions. Est-ce que ça sert à quelque chose de courir ce Tour de Flandre? Et deuxième, est-ce que tu as déjà vu une course avec quelqu'un qui est aussi favori? J'ai creusé un peu. Je dirais, la dernière idée que j'ai, c'est Bonneuil 2006.
où Cancellara n'était pas encore au top et qu'il n'y avait même pas de truc, mais à part ça, aussi favori. Franchement, là on lui a enlevé une épine du pied, on enlève et le groupe et le bloc Lidl Trek, parce que Pedersen, on ne sait pas dans quel état il est, et Stuyven, il est out, donc il reste Milan et Skuins. Ouais. Kirch est blessé aussi, il ne sera pas là. Et on lui enlève Van Aert, donc c'était déjà 1, 2, 3 et le reste, mais là c'est 1 et le reste. Oui, on lui enlève Van Aert et je pense que chez Visma, il faut aussi voir un peu plus large. Il y a un Tratnik qui a abandonné bien avant la chutière, un Van Baarle qui n'a pas pris le départ, un Laporte qui ne sera pas là. Donc chez Visma, je pense que Visma de base pouvait aligner 5 ou 6 vainqueurs potentiels. Et au final, il y en aura peut-être, selon moi, que 1. Benoît 2, allez. Non, moi je vois pas Benoît. Je trouve qu'il a montré déjà. Après, on sait aussi qu'il était diminué de sa chute du week-end passé, mais il a montré quand même ses limites et surtout ses limites par rapport à son coéquipier. Enfin, quand on le voit sur à travers la Flandre demander à Jorgensen de ralentir ce que lui est en train de décrocher, je pense que chez Visma, on va tout jouer pour Jorgensen. Et on sait que Jorgensen a des talents de grimpeur. Il a prouvé à Paris-Nice où il a tenu la dragée haute à Remco Evenepoel. Donc peut-être qu'il va pouvoir l'accrocher dans les monts, Mathieu Van Der Poel. Maintenant, je pense qu'à l'explosivité, oui, Van Der Poel sera une jambe au-dessus de tout le monde. À voir comment les équipes vont gérer, les adversaires. Il faut tout lui laisser-lui tout. En fait, pour moi, c'est une équipe contre tout le reste. Et il faut être prêt à perdre pour que Van Der Poel ne gagne pas. Mais ça, personne, je pense que personne n'est prêt à le faire. Mais oui, ce serait l'idée, c'est de se dire, on fait une coalition, on le laisse faire. Parce qu'il n'a pas une chouette équipe. Hein. Ah oui, non. C'est ça aussi. Oui, il a Philipsen qui va pouvoir tenir. Moi, Krak Andersen m'a quand même bien rassuré aussi. Oui. On l'a vu au deuxième échelon de la course hier, mais assez facile. Donc, oui, il aura des gens qui pourront l'accompagner. J'ai envie de dire, au moment où Krak Andersen et Philipsen, s'il craque, qui sera encore là avec Van Der Poel dans le reste? Je pense qu'il se compte sur les doigts de nos deux mains. Hein. On n'a pas besoin de plus. Même pas. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir le comportement et de certains, quand par exemple, si Bettiol tente une attaque. C'est peut-être lui le deuxième, en fait, au final. Deuxième plus fort avec Jorgensen. Si c'est peut-être. Ouais, ses crampes en fin de course ne rassurent quand même pas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est si Bettiol attaque, j'espère ne pas avoir un Kung, par exemple, travailler en tête du groupe pour ramener. Là, il faut regarder Van Der Poel et peut-être se dire, c'est à lui à bosser et à se fatiguer, plutôt que de se dire, non, il faut aller rechercher Bettiol, parce que aller rechercher Bettiol, c'est reporter l'attaque de Van Der Poel. Et je pense que quand Van Der Poel va démarrer, il partira seul. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir avoir anticipé avant et l'avoir peut-être fatigué. Ce sera ça la clé de la course. Ouais, je pense il faut que personne ne roule quand Mathieu est là. C'est à toi de rouler et il faut y aller. Mais je pense qu'il va mettre une peignée à 150. Il est capable d'en mettre une à 80 bornes de l'arrivée et se dire, vous savez quoi, vous voulez tous m'attaquer, c'est moi qui vais vous attaquer. Ouais, vraiment. Ouais, tu parlais d'une course avec un si grand favori. C'est vrai que sur les Flandriennes, à part avant cette époque Bonnen-Cancellara, où Bonnen était peut-être déjà un peu là, il n'y a pas eu, parce qu'après cette époque-là, il y a quand même eu... Van Petegem, ouais, avant, ça, après il y a eu le Wolfpack, il y a le Wolfpack, on ne savait pas qui allait gagner, mais on arrivait sur une Flandrienne, on pouvait quasi dire, bon, normalement, Sagan, ouais, il y a peut-être un peu Sagan, mais qui n'a jamais quand même eu ce côté aussi supérieur, je pense, sur les Flandriennes. Moi, le dernier que j'avais en tête, c'est pas sur une Flandrienne, mais je repense à Gilbert quand il réalise son triplé, enfin même son quadruplé. Je pense que là, sur chaque Ardennaise, on se disait, c'est pour lui cette année. Et c'est vrai que Gilbert à l'Amstel 2011, je pense que parce que tout le monde le sait, qu'il va démarrer, mais personne ne peut y aller. Personne peut y aller. Et ce sera peut-être le cas avec Van Der Poel ce week-end. Tout le monde sait qu'il va démarrer à un moment, mais qui pourra y aller, ça c'est la question. Chronique d'une attaque annoncée. Merci à tous pour ce podcast. Merci Alaric. Merci à toi Gilles. On se retrouve dans une semaine pour Paris-Roubaix. Ciao, ciao. Salut tout le monde.